Nous sommes arrivés sur cette planète équipés de deux outils qui nous différencient fondamentalement de tout le reste du règne vivant. Notre capacité d'association symbolique, autrement dit notre imagination, et notre conscience, c'est-à-dire notre aptitude à nous savoir comme unité indépendante et autonome dans le monde, tout en étant reliés à ce dernier. La conscience constitue le dénominateur commun de toute notre appréhension du monde, de notre manière de faire de la science à notre façon de nous concevoir, de concevoir autrui, d'imaginer, d'aimer, de créer ou de penser. C'est la toile de fond de notre existence, la grande inconnue qui infuse partout et tout le temps, détermine et oriente toutes nos actions, qui nous fait agir comme nous agissons. La conscience est notre fond cosmique diffus à nous, l'outil de nos outils. Vous pouvez la voir comme le faisceau d'une lampe qui éclairerait d'une couleur particulière et unique tout ce sur quoi elle s'arrête. À bien des égards, la conscience est un outil d'exploration du monde, mais cet outil a la singulière capacité de faire exister en même temps qu'il révèle. Il nous permet d'appréhender, mais selon ses propres modalités. Il fait voir en même temps qu'il fait exister. Tout ce que l'homme a dit, vu, pensé, théorisé, établi, imaginé, découvert, calculé, créé, il l'a toujours fait à partir d'elle. La conscience est l'outil de l'homme, et elle est si parfaite et évidente qu'on en oublie même parfois son existence. La conscience est un indispensable. Elle est à l'origine de tous nos paradigmes intellectuels, philosophiques, politiques et scientifiques. Elle est ce à partir de quoi nous développons tout le reste. En fait, l'homme est avant tout homme de son niveau de conscience. Aussi, s'intéresser à la manière dont se déploient nos consciences, à leur formation, à leurs différentes modalités, c'est partir explorer l'avant, la source, l'outil fondamental, le Big Bang humain, la règle primordiale. C'est explorer le début du début, pourrait-on dire. Ce à partir de quoi le reste est. Ce qui fait exister en rendant appréhensible. C'est remonter à la source de l'expérience humaine, là où tout le reste trouve son germe. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de cette chose étrange qu'est la conscience, à partir d'un auteur assez peu connu en France, Ken Wilber. Philosophe bien connu outre-Atlantique, il a voué sa vie à l'exploration de cette inconnue omniprésente, tentant de formuler ce qu'il appelle une théorie intégrale de la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler des stades de dépassement de la conscience, de la théorie du tout, d'égoïsme, de rapport au cosmos et de pratique intégrale. J'aimerais vous ouvrir des portes qu'il n'appartiendra qu'à vous par la suite d'explorer dans la matière grâce à votre corps. Cette vidéo nécessitera que vous laissiez de côté vos préjugements, vos certitudes et vos états de conscience actuels. Voyez ça comme un voyage d'une 30aine de minutes. Laissez votre sac à dos à l'entrée et promis, vous pourrez le récupérer en sortant. Mais pour le voyage qui nous attend, vous aurez besoin d'agilité d'esprit, de liberté et d'envergure. Il vous faut être libre de vos mouvements, que vos esprits puissent goûter à de nouvelles étendues. Bienvenue au Dolmen. Pour les plus aventureux, mon essai sur la créativité et la quête de soi est disponible. Le lien est en description. Une carte de la conscience. Commençons avec un peu de théorie. Ken Wilber naît en 1949 à Oklahoma City, États-Unis. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, il est l'auteur de 6 grands livres et plusieurs centaines d'articles. Les recherches de Wilber partent d'un constat alarmant. L'évolution technologique inflationniste de ces dernières 50 années a férocement pris de vitesse nos capacités cognitives. Pour le dire simplement, nous avons développé des outils qui nous comprennent bien mieux que nous ne les comprenons à l'échelle globale.
nous avons développé de quoi nous détruire collectivement en quelques minutes. À côté de ce développement technique gigantesque, nous avons tragiquement délaissé l'étude et la compréhension du premier de nos outils, celui à partir duquel nous appréhendons et développons le monde, nos consciences. Pour le dire simplement, nous accusons un retard considérable sur le développement de nos états collectifs de conscience par rapport à notre niveau technologique. Nous sommes, à l'échelle planétaire, des génies de la technique externe, mais inadaptés au niveau interne. Nous maîtrisons l'atome, développons des outils algorithmiques incroyables et fascinants. Nous apprenons à marier nanotechnologie et biologie. Mais en ce qui concerne notre appréhension et notre compréhension de notre propre outil interne, de notre place dans le cosmos et de notre relation à l'univers, nous sommes encore durement primitifs. Nous sommes des barbares, encore très souvent mus par des pulsions primitives et des états de conscience assez rudimentaires, il faut bien le dire, mais à qui on aurait fourni des outils quasi divins. Dès lors, la question qui anime Wilber dans ses recherches est la suivante. Comment peut-on élaborer une carte du développement de la conscience humaine et mettre en place un système permettant de favoriser son bourgeonnement naturel à l'échelle individuelle? Car oui, la conscience est un phénomène de bourgeonnement successif, une spirale douce et progressive le long de laquelle nous progressons tous, tout au long de nos vies, stade après stade. Cette spirale est consubstantielle à l'histoire de l'humanité. Elle change la manière dont nous appréhendons le monde, dont nous nous pensons en son sein. Pour reprendre mes allégories de tout à l'heure, elle modifie la couleur du verre de vos lunettes, ce qui change profondément la manière dont vous agissez, créez, pensez et observez. Notre état de conscience colorie et définit le goût que nous trouvons dans l'existence. Elle change la manière dont nous nous positionnons et la manière dont le monde nous apparaît. Wilber a passé de nombreuses années de sa vie à étudier les modèles de développement psychologique de la conscience et s'appuie principalement sur les modèles de deux chercheurs développementalistes, Beck et Cohen. Ces deux chercheurs ont mis en place dans les années 90 un modèle de développement en spirale, contenant 8 états de conscience, représentés par 8 couleurs, et nous nous trouvons tous quelque part sur cette spirale, parfois à plusieurs endroits, selon les modalités d'être concernées et selon les situations. Et nous passons nos vies à l'arpenter, à progresser le long de ces différents états de conscience. Je ne rentrerai pas en détail sur chacune des 8 couleurs concernées. Je vous renvoie directement au modèle de la spirale dynamique, pour celles et ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage. Mais pour condenser, la spirale image le développement et l'évolution de la conscience individuelle. Elle est divisée en 3 étapes, pré-conventionnelle, conventionnelle et post-conventionnelle. Chaque étape marque un changement radical dans la manière dont nous concevons notre existence et dont nous voyons le monde. Commençons par parler du premier stade, le stade pré-conventionnel. Celui-ci contient les états beige, violet et rouge. Dans le stade pré-conventionnel, l'individu se concentre essentiellement sur son jeu, tout-puissant. Ce sont des stades radicalement égocentriques, ou au mieux tribaux. Le monde est pensé comme un espace mystérieux, dont il faut se défendre et rempli de dangers. L'existence tient sur le triptyque survie, sécurité et pouvoir. La domination et la satisfaction de nos besoins primordiaux priment. Chacun de nous traverse ces états, notamment durant l'enfance, et nous pouvons y retourner, par moments, lorsque la situation l'exige, lors de confrontations sociales par exemple, de crises ou de grands moments de stress. Puis vient le second stade, appelé conventionnel, comprenant les états bleu,
orange et vert. Ici, le grand saut concerne le déplacement d'un niveau de conscience essentiellement individuel à l'arrivée du nous-conscience. C'est l'arrivée de l'ordre social, des religions, des nations, des systèmes de sens. En quelques mots, l'individu cherche à organiser le chaos. La conscience est souvent ethnocentrique. Elle se concentre sur le groupe, sur la nation, ou pour le dire plus simplement et plus généralement, sur ceux qui font partie de mon groupe. Le monde n'est plus un tout chaotique et mystérieux. Par la suite, l'état orange amène les notions de réussite, de hiérarchie sociale, le long de laquelle il faut progresser. Le matérialisme scientifique également, la recherche de la réussite financière, la satisfaction de l'ego par les règles sociales. Il ajoute à l'état bleu la recherche de l'épanouissement individuel et la liberté. La conscience admet l'existence de règles, puis cherche à en profiter pour la satisfaction de son propre plaisir, souvent au détriment du collectif. C'est le moment libéral, le développement de soi, la recherche de la réussite. L'état vert, en fin de stade conventionnel, arrive une fois la recherche de la réussite individuelle dépassée. L'individu tend alors à une vision supérieure, plus holistique. Il tente de sortir du jeu des égos fragmentés qui se font la guerre. L'homme, orange, malgré sa réussite, se sent seul, et tend donc à développer un état de conscience plus large. C'est le moment relativiste, constructiviste, qui cherche à prendre en compte la pluralité des cultures, la diversité des sentiments, le respect d'autrui, l'écoute et la considération, mais souvent, il faut bien le dire, au détriment de l'action et de l'efficacité. La conscience s'élargit alors au monde, à la nature, et c'est le retour, souvent, d'une certaine forme de spiritualité. Bien sûr, tous ces états ne cohabitent pas toujours de manière pacifique. Par exemple, l'état de conscience vert, le dernier dont nous parlions, éprouve un profond mépris pour les états de conscience inférieurs, notamment sur ceux basés sur les hiérarchies sociales, le respect de la tradition. Et ces états lui rendent bien son mépris, ce qui crée tout un tas de frictions absolument passionnantes. Mais c'est un autre sujet. Enfin, arrive le dernier stade. La fin du stade conventionnel marque l'entrée dans une conscience supérieure. Après l'égocentrisme, le tribucentrique, l'individu tend maintenant vers un niveau de compréhension plus grand, le post-conventionnel, ce que Wilber appelle un état de conscience de second niveau. On y trouve les deux états finaux, jaune et turquoise. Pour faire simple, on décrit ce saut quantique de la conscience comme l'éveil d'une force intérieure, tournée vers la créativité, le sentiment de faire partie d'un tout cohérent et naturel. Wilber écrit « La conscience de second niveau voit les stades de conscience précédents et comprend que chaque vague est essentielle à la santé de la spirale dans son ensemble. » Nous dépassons donc la guerre des égos et des visions du monde pour comprendre que tout ceci est nécessaire, que chaque individu doit passer par l'ensemble de ces stades et que tout est exactement à sa place. Là où les couleurs de premier niveau voient leur vision du monde comme étant la seule stable et cohérente, la conscience de second niveau est prise d'empathie pour l'ensemble des états de conscience et saisit bien leur fonction dans le développement de l'individu. Mais attention, n'allez pas croire que des individus ayant atteint un niveau de conscience de second niveau soient des chamans zen et nébuleux. Eux aussi continuent de naviguer le long de cette spirale. Nous avons tous besoin d'adopter des états de conscience différents, selon la situation sociale. Par exemple, en cas de situation d'urgence, nous adopterons des comportements rouges. Pour rechercher un emploi ou pour performer dans la compétition sociale, nous serons orange. Lors de rencontres avec nos amis, nous aurons tendance à adopter une posture plutôt verte, d'ouverture, etc., etc. Mais ultimement, la conscience de second niveau unifie la connaissance et l'expérience. Elle fait émerger un nouveau type de spiritualité.
Elle tente à lier ensemble les savoirs et les visions. Et surtout, elle comprend la nécessité de tous les stades précédents de conscience. Wilber écrit « Sans penser de second palier, l'humanité est destinée à demeurer victime d'une maladie auto-immune à grande échelle, dans laquelle les états de conscience s'affrontent, chacun cherchant à établir sa suprématie sur les autres. C'est pourquoi de nombreuses disputes ne sont pas tant une question de meilleure preuve objective, mais plutôt des niveaux subjectifs des différentes parties du jeu. Mais alors, comment favoriser son propre épanouissement le long de cette spirale? Comment arroser le bourgeon de sa propre conscience? Eh bien, maintenant que le cadre général et théorique est posé, c'est ce que je vous propose de découvrir. La grande chaîne. Le développement de la conscience correspond à notre capacité à déplacer notre fixation égotique du moi au nous, au monde entier et à tout ce qui existe. C'est l'enseignement principal des recherches fondamentales sur les stades de développement de la conscience. Et vous n'avez pas tant besoin de retenir par cœur les stades, les couleurs, vous devez simplement comprendre ceci. Nous passons tous nos vies à voir le monde en fonction de notre état de conscience actuel. Et c'est lui qui détermine la couleur du verre de nos lunettes. Nous nous situons tous quelque part le long de cette grande spirale. Au fond, la question fondamentale est la suivante. Êtes-vous capable de sortir de votre subjectivité primale pour vous ressentir comme partie d'un tout, qu'il soit tribu, nation, monde ou cosmos? Car changer d'état de conscience, c'est ça. C'est capter l'unicité du monde. C'est dépasser la conscience préconventionnelle ou conventionnelle. C'est parvenir à se voir comme partie d'un tout, qui est lui-même une partie d'un autre tout. C'est ce qui obsède Wilber dans ses recherches. Et je le cite une fois de plus là-dessus. Je suis à la recherche d'une philosophie intégrale, une philosophie du monde, capable de tisser ensemble les nombreux contextes pluralistes de la science, de la morale, de l'esthétique, des philosophies orientales et occidentales, des grandes traditions de sagesse du monde. Pas à l'échelle des détails, bien sûr, c'est impossible, mais à l'échelle des généralisations. Suggérer que le monde est un tout cohérent et interconnecté. Une philosophie holistique pour un cosmos holistique. Une plausible théorie du tout. C'est ce vers quoi mène l'élévation du niveau de conscience. Une interconnexion des domaines et des savoirs. Il n'y a plus d'un côté l'esprit, de l'autre l'âme ou la conscience, et en face le cerveau, les neurones. Pas plus qu'il n'y a d'un côté la science et de l'autre l'expérience subjective de conscience ou l'expérience spirituelle. Tous ces domaines sont interconnectés. Ce ne sont que des états de conscience différents qui cherchent à appréhender les mêmes phénomènes fondamentaux. Atteindre une vision intégrale, c'est considérer l'ensemble du spectre. C'est refuser d'adopter une vision et une grille de lecture unique du phénomène humain. L'élévation de la conscience offre une vision holistique de l'expérience. Vous parvenez à vous sentir comme maillon d'une chaîne qui va de l'atome à la cellule, en passant par l'organisme, vous, la société, l'humanité et le cosmos. Cette expérience, celle de faire partie d'un tout, en mouvement et évident, est la plus grande réalisation que je vous souhaite. Et si vous m'autorisez un peu de poésie ici, la conscience de second niveau, c'est regarder un trou noir et ressentir un sentiment d'amitié et de proximité inexplicable avec ce dernier. Et pour atteindre ce type de réalisation, il ne suffit pas de m'écouter vous raconter de belles histoires théoriques. Il faut engager le corps dans l'expérience. Il ne s'agit pas de comprendre, mais de ressentir. La pratique intégrale. Pour finir, j'aimerais terminer avec 3 conseils concrets pour le dépassement de votre niveau de conscience actuel. Cultivez vos dissonances, sortez de la grande lutte et méditez en cherchant l'unicité. Nous sommes tous appelés vers des courants de compréhension supérieure qui viennent parfois gratter
à la porte de nos esprits. Chaque jour, nous traversons des vents de dissonance, rencontrons des êtres qui ont l'air de vibrer légèrement plus intensément que nous, de voir des choses d'une couleur légèrement plus vive. Il faut cultiver ces dissonances, amplifier ces appels, jusqu'à ce que nous ne puissions plus rien faire que d'y plonger. L'évolution de la conscience revient à cultiver une curiosité et une ambition d'élévation, de l'alimenter en exemple, en côtoiement, jusqu'à ne plus supporter notre stade actuel de compréhension du monde. Ne tolérez jamais de vous contenter de votre vision. Il faut lire des gens qui, de prime abord, ne nous disent absolument rien, discuter avec des esprits étranges et peu familiers, s'immerger dans ce qui nous paraît parfois idiot, loin de nous ou touffu. Il faut refuser de se satisfaire. Une fois un niveau de compréhension atteint et les tâches essentielles de celui-ci menées à bien, il faut aller au-delà. Il faut chercher le parfum de mets plus raffinés que ceux auxquels vous et moi avons accès ici et maintenant. Pour dépasser nos niveaux de conscience actuels, nous devons cultiver l'insatisfaction. Nous devons aller jusqu'au point où les verres de nos lunettes nous paraissent flous, inopérants, dysfonctionnels. Pour cela, il faut embrasser la dissonance et la perturbation. Nous devons chercher l'agacement, la frustration, chercher à mettre la conflictualité de nos êtres à la surface de nos peaux. Nous devons nous heurter à nos limites, à nos contradictions. Nous devons accepter d'être lassés, blasés, fatigués par notre niveau de compréhension actuel. Ayez une rigueur scientifique concernant la confrontation permanente de votre vision du monde avec d'autres paradigmes. Prenez des notes, enrichissez-vous, laissez tomber les modèles caducs, développez de nouveaux systèmes de compréhension, plus riches, plus intégraux. Ne cherchez pas à convaincre, comprenez bien que hiérarchie ne veut pas dire inégalité, que la nature est holarchie, que tout s'imbrique de l'atome à l'espace. Sortez de votre petite conscience de bataille, d'opposition, du méchant et du gentil. Comprenez que chacun est simplement à l'endroit où il se doit d'être. Alimentez la curiosité, donnez envie par votre ouverture, votre joie, suscitez l'intérêt, pas l'animosité. Ensuite, prenez le temps, quelquefois dans la semaine, de vous asseoir ou de vous allonger dans l'herbe. Fermez les yeux et cherchez. Cherchez ce sentiment décrit dans l'intégralité des parcours spirituels depuis que l'homme est homme. Celui de n'être qu'une partie d'un tout, d'être relié et de participer à quelque chose. Le sentiment du nid ou de la chaîne. Ne cherchez pas tant à plonger en vous-même, mais à intégrer le fait que le monde n'est pas uniquement la toile de fond de votre expérience ou la scène de votre aventure, mais qu'il est un élément participant. Cherchez cette fameuse humeur expectative dont parle le philosophe John Cowper Powys, celle de la nature qui attend que vous la considériez. Dépasser la conscience, c'est se trouver en se diluant, c'est intégrer pour s'intégrer. Alors, à force de pratique, quelque chose vous sourira. Les galaxies pulseront dans vos veines. Vous serez de nouveau fasciné par les trous noirs, par les étoiles, comme un enfant. Vous regarderez le monde comme un immense organisme cohérent. Vous n'aurez plus besoin de toutes les théories que je vous ai présentées aujourd'hui. Et vous comprendrez. Je finirai avec une citation d'Einstein, issue d'une lettre écrite en 1972. Un être humain est une partie du tout, que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. Cette illusion est pour nous une forme de prison, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection des quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche consiste à nous libérer, nous-mêmes, de cette prison, en élargissant nos cercles de compassion
pour embrasser tous les êtres vivants et la nature tout entière dans sa beauté. Personne ne peut tout à fait parvenir à ce résultat, mais l'effort consenti pour atteindre un tel niveau de conscience participe en soi à la libération et au fondement d'une tranquillité intérieure. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, celui-ci était plus long que d'habitude. Je voulais en effet vous proposer peut-être un épisode plus dense, plus proche d'un format de conférence, dans lequel je manie à la fois des éléments assez théoriques, en vous proposant également une parenthèse plus pratique. J'en profite de cette fin d'épisode pour vous rappeler que le Cercle du Dolmen est toujours ouvert. Cet espace compte, au moment où j'enregistre cette vidéo, un peu plus de 70 personnes qui échangent autour de leurs procédés artistiques, de philosophie, d'exploration du monde. Vous pourrez y trouver mes conférences et y assister, il y en a une par mois, ainsi que 2 soirées réflexion. Je vous invite à consulter le programme directement sur mon Patreon. Vous pouvez également trouver au Cercle des listes de lecture, ainsi que l'actualité de mes différentes recherches personnelles au Dolmen. Donc si le projet vous intéresse, je vous invite à suivre le lien qui est en description pour en apprendre plus sur le cercle. Également, pour ceux qui souhaiteraient un peu de lecture, je vous rappelle que mon essai sur la créativité et la quête de soi est toujours disponible. Vous y trouverez donc un essai d'un peu plus de 70 pages où j'ai condensé un peu mes différentes notions créatives, la manière dont j'aborde mes différentes étapes créatives, notamment au Dolmen, mais au-delà de ça, dans mon processus d'écriture, de lecture, de motivation, de recherche de moi-même. Tout ça est dans ce petit ouvrage, accompagné donc aussi d'une dizaine de vidéos dédiées chapitre par chapitre que vous trouverez également en description. Et quant à moi, eh bien il est temps de vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Au revoir.